Bonjour à tous, la journée mondiale de la télévision a été célébrée hier 21 novembre. La télévision est-elle bénéfique pour les enfants ou bien au contraire une source de perturbation pour eux? Les spécialistes recommandent le contrôle parental. La Côte d'Ivoire part à la conquête du marché espagnol. Le pays sera présent à la foire internationale du tourisme de Madrid. Des 37 mètres carrés habituels, le pays passe cette année à un stand de 100 mètres carrés. Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone 2015, 44 élèves ont été distingués. Il s'agit de susciter chez les jeunes le goût de la lecture et de l'écriture. Dimanche 22 novembre, bienvenue dans le journal de 13h sur RTI 1. Le magazine du dimanche s'intéresse aujourd'hui à un sujet très sensible, les violences faites aux femmes. L'ONU Femmes a initié un programme pour sensibiliser, pour appeler à l'action contre ces violences, l'une des pires formes de violation des droits de l'homme. Il s'agit de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Et nous allons en parler avec la représentante résidente ONU Femmes Côte d'Ivoire, Marie-Goretti Ndouayo. Bonjour Madame Ndouayo. Bonjour madame. 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes. Nous en parlons avec vous tout juste après le point de l'actualité. Au Mali, 3 suspects sont activement recherchés 2 jours après l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako. L'attentat meurtrier a coûté la vie à 22 personnes. L'identification des victimes se poursuit. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a mis en garde la communauté internationale contre des barbares d'un autre temps. Il appelle à la vigilance accrue face à la menace terroriste. Le porte-avions français Charles de Gaulle, déployé en Méditerranée orientale, va engager dès lundi ses chasseurs contre le groupe État islamique en Syrie. Selon le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian, l'armée française va disposer dans la région des 26 chasseurs embarqués sur le porte-avions, 18 Rafales et 8 super-étendards, en plus des 12 appareils stationnés aux Émirats arabes unis et en Jordanie. Depuis 2013, l'UNESCO a proclamé le 2 novembre, journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. L'institution a initié une conférence débat sur le sujet. C'était dans la ville ivoirienne de Grand-Bassam. Ami Sissoko. Les journalistes sont victimes de crimes et d'exactions à travers le monde. Plus de 700 ont été tués au cours de la dernière décennie selon l'ONU. De 2013 à 2014, ce sont 178 assassinés. Et sur 10 crimes contre les professionnels des médias, seul un aboutit à une condamnation, toujours selon les Nations Unies. En Côte d'Ivoire, les autorités se félicitent du respect des droits des journalistes. Fort heureusement, la Côte d'Ivoire ne figure pas parmi les pays où prospère l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Car le gouvernement ivoirien est conscient que les médias sont des vecteurs majeurs d'information, des éclaireurs de conscience. À ce titre, leurs articles peuvent constituer une boussole pour les gouvernants. Pour lutter contre les violences faites aux journalistes, l'ONU a décrété depuis 2 ans, tous les 2 novembre, la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Pour soutenir les actions de l'organisation, la protection des journalistes était au centre d'une conférence débat initiée par l'UNESCO à Grand-Bassam. C'est un appel que l'UNESCO fait à l'ensemble des acteurs de la société, y compris les professionnels des médias, pour des actes beaucoup plus portés vers la protection des journalistes et qui leur permettent de faire et mieux faire leur travail. En développant le thème « Agression des journalistes et impunité en Afrique », le conférencier Bomboté Diomansi reconnaît le lourd tribut que les journalistes paient, mais il ne s'empêche pas de situer aussi la part de responsabilité de ceux-ci. Le meilleur avocat pour les journalistes, c'est la qualité de leur travail. C'est le sérieux avec lequel ils font leur travail. Plus ils sont sérieux, plus on les prendra au sérieux. Plus ils sont rigoureux, plus ils se feront respecter. Les journalistes peuvent parfois commettre des fautes. Et nous sommes des êtres humains. Mais ce que nous disons, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un commet une faute qu'il faut le tuer. Parce qu'il a commis une faute professionnelle. D'une façon générale, l'UNESCO invite les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des journalistes en vue de favoriser la liberté d'expression. La journée mondiale de la télévision a été célébrée hier 21 novembre. La télévision est-elle bénéfique pour les enfants ou bien serait-elle au contraire une source de perturbation pour eux? Les avis sont partagés. Le reportage de Patrick Assamoah et Victorine Yaoyoboy.
Samedi matin chez les Diaby à Cocody, au salon, des enfants devant un poste téléviseur. En marche depuis 8 heures, ils ne le quittent pas un seul instant des yeux. Objet de cette attention, un dessin animé. Je regarde les Copicole. J'aime les habits, les dérivements et puis les mémés. Il y a des mots quand on ne comprend pas. Et dans les dessins animés, ils disent ça. Ça nous permet de comprendre. Franchement, je préfère qu'ils regardent la télé avant d'aller sortir, pour aller s'amuser, avoir des histoires là-bas. Non, toujours des discussions. Je préfère qu'ils regardent la télé. Peut-on considérer la télévision comme un bon compagnon pour les enfants pendant leur moment de loisir? Plusieurs personnes répondent par la négative. Bon, à travers les films, d'autres essaient de reproduire les mêmes actions, les mêmes actes. Ça fait que la télé ne donne pas forcément une bonne image de la société. C'est les émissions, par exemple les émissions où on fait la guerre, hein, on laisse les enfants regarder. Ça agit sur les enfants, ils grandissent avec cette violence-là en eux-mêmes. Et puis quand ils grandissent, ils ont envie de faire la même chose. Pour les psychologues, le libre accès des enfants aux programmes de télévision n'est pas conseillé. Les enfants sont différents. Pendant que certains arrivent à faire la part des choses en ce qu'ils voient et ce qu'ils font à l'école, d'autres n'arrivent pas à se départir de ce qu'ils voient. Donc ils ont tendance à transposer ce qu'ils voient à la télévision dans leur comportement de tous les jours, à la maison, à l'école. Tout ce qui est audiovisuel, c'est un message. Ça a un effet sur les enfants. Donc il faut faire attention pour ne pas que les enfants regardent n'importe quelle émission et à n'importe quel moment. Le professeur Adepo est spécialiste des médias. Le communicateur souligne qu'une meilleure utilisation de la télévision est possible. Il faut qu'il y ait notamment, je dirais, un certain nombre de formations qui permettent justement aux différents éducateurs, notamment les parents, l'école et aussi les jeunes, pour pouvoir approcher la télévision. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de l'éducation aux médias. L'éducation aux médias, c'est tout simplement une discipline qui permet aux différents acteurs de développement, notamment aux différents enfants, aux parents et à l'école, de pouvoir approcher la télévision différemment. La télévision peut être un média enrichissant à condition que le téléspectateur sache capter ses avantages en termes d'information, d'éducation et de divertissement. La célébration de la Journée mondiale de la télévision ce 21 novembre est une invitation à cette prise de conscience. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance sensibilise les acteurs de l'administration publique. Elle porte à leur connaissance les textes législatifs et réglementaires relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption. Jean-Jacques Kwame. Pilotée par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la série d'ateliers vise à sensibiliser les directeurs généraux, centraux et autres acteurs de la fonction publique sur les textes législatifs et réglementaires en vigueur, la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Preuve que l'éradication de la corruption n'est pas chose impossible, les progrès enregistrés ces dernières années par la Côte d'Ivoire dans sa course au MCC, Millennium Challenge Corporation, d'un score de 22% en 2011, le pays est passé à 56% en 2014 pour atteindre les 88% en 2015, soit 66 points de gagnés en 4 ans. Chose qui rapproche la Côte d'Ivoire du programme compact du MCC avec à la clé près de 400 milliards de francs CFA de subventions octroyées par le Congrès américain. Avec un tel exemple, les participants ont décidé de s'approprier la notion de bonne gouvernance. La lutte contre la corruption permet à l'État d'attirer beaucoup d'investisseurs. L'atelier auquel nous venons de participer nous permettra donc de vulgariser les textes pour la lutte contre la corruption. Il faut féliciter la Haute Autorité pour cette initiative, mais comme le formateur l'a dit, c'est une question, c'est vraiment individuel, c'est-à-dire que chacun doit y mettre du sien pour combattre la corruption. Les députés et les autorités décentralisées sont les prochaines cibles de ces ateliers de sensibilisation sur la lutte contre la corruption. Organisée par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la prochaine session est annoncée pour le 3 décembre prochain. Dans le département de Pricro, 66 jeunes bénéficient du projet Emploi Jeune. Leurs projets ont été financés à hauteur de 22 500 000 francs CFA. Les chèques leur ont été remis à la mairie de Pricro. Kader Segodogo.
Pricro, dans la région de Lifou. Les retombées de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, qui était dans la localité le 14 septembre 2014, sont visibles. Bitume neuf, le lycée municipal présente un bien meilleur visage et l'hôpital général en pleine extension sera une référence dans toute la région avec tous les services dignes d'un hôpital moderne. Le marché qui grouille de monde est le reflet de cette commune de plus de 22 000 âmes appartenant à l'ancienne boucle du cacao qui retrouve peu à peu son lustre d'antan. Cette belle atmosphère est entretenue par l'équipe municipale actuelle avec à sa tête le maire Antoine Ekra-Kwaku qui tient d'ailleurs sa 3e session de l'année 2015. À l'ordre du jour figure en bonne place le bilan des 2 ans d'exercice et les perspectives pour 2016. Lorsque nous prenons les rênes de la baie de Pricro, nous étions dans un gouffre. Mais aujourd'hui, quand on voit ces villages de la commune qui sont électrifiés, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent encore. Il y a beaucoup de défis à relever. Nous nous séparons avec ce conseil-là sur une note d'espoir. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est main dans la main pour aller de l'avant. Construction d'infrastructures socio-économiques, soutien aux communautés, les ambitions du conseil municipal de Pricro sont nombreuses. Et le budget 2016, qui tourne autour de 135 millions de francs CFA, permettra de mener à bien tous ces projets. Voilà, vous venez de voir dans ce reportage le bilan fait par la 3e session du conseil municipal de Pricro. Dans la commune d'Atekoubé, ce sont de nombreux enfants non scolarisés ou ayant abandonné l'école en cours de route qui vont pouvoir être intégrés au système scolaire classique. Des classes passerelles ont été ouvertes par la mission évangélique luthérienne, une organisation non gouvernementale. Le reportage est signé Patricia Aumont. L'initiative des classes passerelles a pour but d'aider à insérer dans le système formel des enfants de 9 à 14 ans non scolarisés ou ayant abandonné l'école. Le groupe scolaire Djeloukou, situé dans la commune d'Atekoubé, accueille des classes passerelles pour la rentrée scolaire 2015-2016. Si ces enfants ont pu bénéficier d'un encadrement accéléré et intégrer le système éducatif formel, c'est grâce au projet Espérance pour tous. Ici, c'est le CPU. Le CPU, entendez, le cours préparatoire unique qui regroupe et le CP1 et le CP2. Le projet prend 70 enfants en compte. Chaque classe passerelle compte une trentaine d'enfants encadrés par des bénévoles. Nous fusionnons la classe de CP1 et la classe de CP2. Mais rien ne change dans la méthode de transmission des cours. Rien ne change. On prend toujours les mêmes méthodes, mais seulement que ce qui est modifié un peu, c'est le guide maître. Parce que notre guide maître est un peu différent des autres. C'est-à-dire qu'en notre guide maître, nous avons en même temps pour le CP1 et pour le CP2. Donc nous faisons tout ça en une seule année. Une voie de recours pour Touré Fatmata, mère de 2 enfants. Bon, par rapport à ce projet, je peux remercier d'abord l'encadrement de ce projet. Je leur dis merci, que Dieu avance ce travail pour que nous, les enfants de demain aussi, puissent devenir quelqu'un aujourd'hui. Le projet Espérance pour tous, à travers son volet classe passerelle, a déjà ouvert des classes dans les quartiers d'Abobo-Biabou et Abobo-Plaque 1. Les documents administratifs à fournir par les élèves, le mode d'inscription, les frais de scolarité, les informations désormais accessibles sur le site internet de la Direction de la promotion de la formation professionnelle. C'est un outil qui devrait faciliter la gestion de ces établissements professionnels. Doigt de laser. Un site web désormais pour informer les acteurs de la formation professionnelle publique et privée de Côte d'Ivoire. Cet outil informatique est élaboré par la Direction de la promotion de la formation professionnelle, la DPFP. Il vise à faciliter la communication entre les directeurs d'études, les élèves, les parents d'élèves et le ministère de tutelle. À travers ce site web, les inscriptions en ligne, le partage des rapports de fin d'année, les notes d'information et le paiement des frais de scolarité devront se faire en temps réel. Nous devrons arriver à instaurer au niveau des directeurs des études de nouvelles stratégies de travail. Et c'est au fur et à mesure, avec le développement des NTIC, que nous arriverons à l'objectif que nous voudrons atteindre. Mais il faut bien commencer. L'Ivoirien nouveau, c'est donc l'Ivoirien qui est bien formé. Si il y a la corruption, il y a la fraude, évidemment que nous ne pourrons pas atteindre notre objectif. Une réforme innovante qui va alléger la tâche des gestionnaires des établissements de formation professionnelle, publics et privés, est fort appréciée par les acteurs. Tous
les établissements ont l'obligation d'inscrire leurs élèves en ligne sur la plateforme du ministère. Moi, je pense que c'est un changement vraiment notable parce que ça n'existait pas auparavant. Ça permettra d'éviter le déficit de communication qu'il y a entre le ministère de la formation professionnelle et les établissements privés. En 2016, la vision du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle est de faire des dirigeants des établissements de formation professionnelle de vrais gestionnaires compétents pour une formation de qualité. Prix Ivoire 2015, 44 élèves ont été distingués par l'association Aquabaculture. Il s'agit de susciter chez les jeunes le goût de la lecture et aussi de l'écriture. Serge Colère. Une des articulations du Prix Ivoire 2015 à sa 8e édition cette année, c'est le concours Ivoire Littérature. 44 élèves des lycées et collèges de Côte d'Ivoire ont été récompensés pour leurs connaissances livresques et littéraires. Ils ont reçu des kits scolaires, des livres et des romans. La Palme d'Or est revenue au lycée Antoine Gauze de Daloa. Je suis très contente d'être venue ici parce que nous avons composé en français dans nos différents établissements et j'ai été retenue parmi les 2 élèves. J'aimerais dire à mes camarades que c'est grâce à la lecture aujourd'hui que j'ai reçu tous ces lots et j'aimerais aussi remercier tous mes encadreurs. Pour la présidente de l'association Aquabaculture, initiatrice du Prix Ivoire, ce concours Ivoire Littérature réservé aux élèves des lycées et collèges vise à susciter en eux le goût de la lecture. Nous voulons semer en eux la bonne graine. Nous espérons, pourquoi pas, avoir parmi ces enfants demain, ces élèves, nous espérons avoir des futurs écrivains, des futurs éditeurs, des futurs libraires. Nous voulons que les enfants s'intéressent davantage aux livres. Nous voulons leur donner modestement, humblement, d'autres repères. Invités de marque du Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone 2015, les écrivains Amadou Koné et Mohamed Sarr. Les 2 auteurs ont animé une série de conférences. Objectif, expliquer aux différents participants les thématiques abordées dans leurs œuvres. Le lauréat du Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone sera connu ce samedi 21 novembre 2015 à l'issue d'un dîner gala organisé au Palais de la Culture. Dans les bâtiments administratifs de l'État et dans les ménages, d'importantes quantités d'eau potable sont gaspillées au quotidien. C'est un constat de l'Association africaine de l'eau. Un mécanisme d'économie d'eau a donc été expérimenté dans certains de ces bâtiments. Leur consommation a été réduite d'au moins 40%. Moussa Konaté. Beaucoup l'ignorent encore. Pour une chasse d'eau tirée, c'est une dizaine de litres d'eau potable évacuée dans les égouts. Résultat, 60% de la facture d'eau est consommée dans les toilettes. Un gaspillage donc, l'Association africaine de l'eau décide d'y mettre fin. Avec ce matériel innovant, un WC à chasse économe développé par un partenaire privé danois. Expérimenté depuis quelques mois dans des bâtiments administratifs de l'État, il produit des résultats satisfaisants. On avait au début 9 sites présélectionnés. Nous avons fini par prendre 4 sites. 4 sites dans lesquels nous avons installé les mécanismes. Il s'agit d'environ une 60aine de mécanismes qui ont été installés dans ces sites dans l'objectif d'avoir une réduction d'environ 40%. Donc cet objectif-là a été atteint, 40% de réduction par rapport à la consommation initiale au début du projet. Outre ces avantages économiques, réduire la consommation d'eau potable, l'engin revêt aussi un enjeu environnemental. Les catastrophes ont pratiquement doublé depuis 10 ans à cause du réchauffement climatique. Les inondations, les sécheresses. Mais quand on parle d'inondation, c'est de l'eau. Quand on parle de sécheresse, c'est le manque d'eau. Donc nous devons faire le nécessaire pour réduire notre consommation d'eau. On ne dit pas de boire moins d'eau, mais on dit de réduire le gaspillage de cette eau-là. Au vu des résultats probants de ce premier projet pilote, l'État danois décide de financer un deuxième projet d'installation de mécanismes de réduction d'eau. Une autre phase expérimentale qui prendra en compte les ménages. Parlons santé. Avec ces 3 nouveaux cas d'Ebola confirmés au Libéria, le pays était jusque-là déclaré exempt de contagion par l'Organisation mondiale de la santé, mais la maladie a été constatée chez un petit garçon de 10 ans. Gabriel Zani. 2 mois après avoir été déclaré exempt de contagion, l'épidémie de la maladie à virus Ebola fait sa réapparition au Libéria.
3 nouveaux cas viennent d'être confirmés. Le premier serait un garçon de 10 ans tombé malade le 14 novembre, hospitalisé 3 jours plus tard à Monrovia, a précisé au journaliste le Dr Bruce Ellard, chargé à l'OMS de la réponse à cette épidémie de fièvre hémorragique. Nous avons reçu un rapport disant qu'au Libéria, un garçon de 10 ans a contracté le virus. Apparemment sans y avoir été exposé auparavant parce que l'enfant n'a pas été dans des zones à risque ou au contact de personnes atteintes du virus. Donc nous pensons qu'il s'agit une nouvelle fois d'une façon ou d'une autre de quelqu'un qui a été au contact avec le virus, qui aurait persisté chez un individu ayant souffert de la maladie plusieurs mois auparavant. Nous espérons que ce sera un des derniers signaux de l'épidémie. 2 de ses frères et sœurs ont aussi manifesté des signes de maladie ces 2 derniers jours, a indiqué le docteur Bruce Ellard. Toutefois, il espère avoir une clarification par des investigations, notamment sur les parents qui ont été malades de façon éphémère ces dernières semaines. Le Libéria avait été déclaré exempt de contagion une première fois en mai, avant la réapparition de l'épidémie 6 semaines plus tard. Le pays avait été déclaré à nouveau exempt de contagion en septembre. Selon les règles de l'OMS, un pays est déclaré exempt 42 jours, soit 2 fois la durée maximum d'incubation de la maladie après le dernier cas connu. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest est la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. Retour en Côte d'Ivoire, après 2 mois de formation, une trentaine de médecins est désormais apte à assurer la prise en charge de l'asthme professionnel. La médecine du travail et le service des explorations fonctionnelles du CHU de la commune de Yopougon ont assuré la formation. Guillaume Zéré, Noussangaré et Serge Collier. Médecins du travail déclarés aptes à prendre en charge l'asthme professionnels. Ils ont bénéficié de 60 jours de formation. Ces spécialistes savent désormais comment diagnostiquer et traiter la maladie. Nous avons appris que le dépistage se faisait sur la base d'un examen très précis qui est la spirométrie. Et c'est à partir de cette spirométrie-là que nous sommes à même de pouvoir identifier le caractère de cet asthme-là et d'y apporter le traitement adapté. Mettre en place des attitudes, des actions afin de prévenir la survenue de ces pathologies. En Côte d'Ivoire, l'asthme professionnel causé par l'environnement du travail du patient représente 10 à 20% des cas en général. Les travailleurs malades pourront enfin bénéficier d'une prise en charge efficace. Ce que nous avons dit au cours de nos séminaires, ce n'est pas des choses que nous inventons. Ce sont des données scientifiques validées par les plus grands spécialistes en la matière dans le monde entier. Il y a des consensus. Et même lorsque vous êtes sûr que votre malade est asthmatique, il faut quand même que, de façon régulière, vous lui faites une spirométrie parce que c'est ce l'examen qui va vous permettre soit de diminuer son traitement, soit d'augmenter, soit même à un moment donné de dire que ce malade est vraiment bien stabilisé. La direction de la médecine du travail et le service d'exploration fonctionnelle du CHU de Yopougon ont conjugué leurs expertises pour la réussite de ce séminaire de formation. L'asthme est une maladie touchant les voies respiratoires aériennes. Elle entraîne chez le patient une difficulté à respirer quand survient la crise. Un mot de tourisme, la Côte d'Ivoire part à la conquête du marché espagnol. Le pays sera présent à la Foire internationale du tourisme de Madrid. Ce sera du 20 au 24 janvier 2016 et l'événement se prépare. Patricia Omoetia. Bientôt, la Côte d'Ivoire sera présente à la Foire internationale du tourisme de Madrid. FITOUR 2016, qui est l'un des plus importants salons du tourisme au monde, va se dérouler du 20 au 24 janvier dans la capitale espagnole. Avant ce grand rendez-vous, le ministre du Tourisme et l'ambassadeur d'Espagne se concertent. La Côte d'Ivoire aurait un stand de 100 mètres carrés, ce qui est assez exceptionnel et qui montre donc l'accroissement de la visibilité de la Côte d'Ivoire et qui place la Côte d'Ivoire aujourd'hui comme l'une des destinations les plus prisées dans la sous-région. Approfondir les relations entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire dans le tourisme et pour augmenter les échanges des visiteurs, les échanges commerciaux dans ce secteur qui est si important pour le développement de la Côte d'Ivoire et pour le développement économique aussi de l'Espagne.
L'objectif de la Côte d'Ivoire en se rendant à ce salon est de consolider les actions de promotion de la destination Côte d'Ivoire sur le marché espagnol. Nous sommes partis de 37 mètres carrés lorsque nous sommes arrivés. Aujourd'hui, nous sommes à 100 mètres carrés. Nous sommes visibles et ça donne un enthousiasme réel aux opérateurs étrangers qui voient qu'effectivement, non seulement l'État est là pour accompagner les opérateurs, mais la structure de référence qui est la structure Côte d'Ivoire Tourisme est là également. Nous certifions le fait qu'ils sont capables de vendre la destination dans ce sens-là. La Foire internationale du tourisme de Madrid est le rendez-vous du marché touristique international avec plus de 165 pays et exposants. Le Maroc, lui, poursuit sa politique de régionalisation avancée. Le pays s'engage à doter le Sahara, une de ses provinces du Sud, d'importantes infrastructures économiques pour plus de 12 000 milliards de nos francs. Il s'agit d'en faire une plaque tournante entre l'Afrique et l'Europe. Thomas Guessambi. 40e anniversaire de la marche verte à Laayoune, une des capitales des provinces du Sud marocain. Cette commémoration, le royaume chérifien la veut toute particulière, l'inscrire dans les annales de l'histoire du pays. Le roi Mohamed VI, en effectuant le déplacement de Laayoune dans le Sahara, déplacement de toutes les émotions, c'est avec un cortège de projets de développement avec leur retombée à la fois économique et sociale, le tout contenu dans la régionalisation avancée, que le souverain chérifien se déplace. La régionalisation avancée, une disposition introduite dans la nouvelle constitution du royaume, mais aussi une innovation à l'échelle de l'Afrique et du monde arabe. Un exemple appelé à faire tâche dans la région. Les ambitions de ce modèle, le développement humain inclusif et durable, la participation des acteurs représentatifs et de la population locale à toutes les phases d'élaboration et de mise en œuvre des programmes de développement de la région, le respect des droits humains pour ne citer que ces ambitions. En peu de mots, faire des provinces comme celle du Sud un espace géostratégique de référence pour la paix, la stabilité et la prospérité partagée pour l'ensemble de la région euro-africaine. Dans la dynamique, conférer aux provinces du Sud une fonction de hub entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Ouverture officielle sous haute surveillance sécuritaire des 26e journées cinématographiques de Carthage hier samedi en Tunisie. Réservée aux réalisateurs arabes et africains, la compétition officielle compte 81 films, dont 17 longs métrages, 13 courts métrages et 16 documentaires en lice pour le premier prix, le Tanit d'or. 350 films du monde entier seront proposés aux cinéphiles. Des projections sont programmées dans les prisons, une innovation cette année. Au moins 90 personnes ont été tuées en Birmanie dans un glissement de terrain dans une mine de jade. Une centaine de personnes sont toujours portées disparues. Des secouristes et des renforts de l'armée et de la police sont sur place pour venir en aide à d'éventuels survivants. L'accident a eu lieu dans le nord du pays samedi quand une montagne de remblais s'est effondrée sur des dizaines de cabanes de fortune. Direction le centre de la Côte d'Ivoire, dans le département de Bokanda, le village d'Asika-Polessou a inauguré sa nouvelle chapelle. Thérèse Yoboué. Fini les prières dans cette maisonnette qui servait de lieu de culte pour les populations de Asika-Polessou, localité située dans la sous-préfecture de Kwadio-Blekro, dans le département de Bokanda. Le village vient de se doter en effet d'une nouvelle chapelle consacrée par l'évêque de Yamsokro, Monseigneur Marcelin Yao Kwadio. Les fidèles ne cachent pas leur joie. Au cours de la célébration eucharistique, Monseigneur Marcelin Yao Kwadio a invité les fidèles à l'union, à la solidarité et surtout à ne point écouter les vendeurs d'illusions qui promettent des miracles et l'impossible, car le peuple de Dieu, a-t-il dit, mérite considération et respect. L'évêque de Yamsokro a surtout demandé aux fidèles d'être des modèles pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, afin de les attirer vers l'Église. Un hommage a été rendu à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre de Dieu. La cérémonie a pris fin par la pose de la première pierre de la grotte mariale du village.
Bienvenue à vous dans le magazine du dimanche. De la paix dans les foyers à la paix en Côte d'Ivoire, une éducation sûre pour toutes et tous. C'est le thème de l'édition 2015 des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Un appel à l'action initié par l'ONU Femmes. Pour en parler, la représentante résidente est avec nous sur ce plateau. Bonjour Madame Ndouayo. Bonjour madame. Alors avant de parler amplement de notre sujet, je vous propose en image une initiative assez atypique pour lutter pour les droits de la femme. C'est au Soudan que cela se passe. Suzanne Blancard a tenu son pari. Âgée de 63 ans, l'ambassadrice des Pays-Bas au Soudan a fait le pari il y a quelque temps de nager dans les eaux troubles du Nil. Son acte vise à faire la promotion des droits de la femme au Soudan et dans le monde entier. Elle était accompagnée pour l'occasion de 13 autres femmes, 6 néerlandaises et 7 soudanaises, toutes vêtues aux couleurs de la Hollande. Elles ont exprimé à leur façon leur désir de voir les violences et les discriminations faites aux femmes s'arrêter. Promouvoir l'émancipation de la femme aux 4 coins du monde, voici l'objectif de cette séance de natation conduite par l'ambassadrice des Pays-Bas au Soudan. Plusieurs centaines de mètres de nage dans le Nil pour inviter les dirigeants du monde entier à réserver un meilleur sort aux femmes. La baignade a eu lieu sous le regard attentif d'une équipe de sauveteurs soudanais répartis sur plusieurs kayak. La diplomate hollandaise s'est tout simplement félicitée de cette séance de natation qui montre que les femmes, au même titre que les hommes, peuvent servir à tous les niveaux, dans tous les secteurs d'activité. Et voilà qui nous plonge dans le vif de notre sujet de ce dimanche, la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors Madame Ndouayo, comment est-ce que vous voyez cette façon pour le moins originale de lutter contre les violences faites aux femmes? Merci. Moi, je trouve que c'est vraiment une façon originale, effectivement, comme vous le dites. D'autant plus que l'important, c'est de montrer qu'il n'y a rien que les hommes peuvent faire et que les femmes ne peuvent faire. Donc, une façon de montrer aux femmes elles-mêmes que les violences peuvent être évitées par elles-mêmes d'abord, avant même de penser aux hommes et aux femmes, de les aider à lutter contre les violences faites aux femmes. Donc c'est un combat qui doit être mené par tout le monde, mais un combat qui commence par les femmes elles-mêmes. Un combat qui commence par les femmes. Alors bien souvent, elles ne savent même pas qu'elles sont victimes de violences. Alors vous, ONU Femmes, quelle définition vous donnez au terme violence faite aux femmes et aux filles? Je dirais, c'est pas ONU Femmes qui donnerait seule cette définition. Je dirais que la définition générale qui pourrait être connue, c'est que c'est toute action qui est perpétrée, une action brutale qui est perpétrée contre une personne malgré son gré. Maintenant, quand on parle de violence faite aux femmes, nous savons que les femmes ont des droits comme tout être humain, et donc toute violation de ces droits se résume en toute action qui empêche la femme à, je dirais, exercer ses droits, ses propres droits. Et donc, on peut considérer cela comme une violence. Voilà. Vous avez donné la définition, alors on peut avoir quelques exemples pratiques de violences faites aux femmes? Les violences faites aux femmes sont de différents types. Nous avons déjà des violences physiques, et quand je parle de violences physiques, vous voyez les coups, les blessures et autres. Il y a des violences psychologiques. Quand je parle de violences psychologiques, vous pensez à ces violences qui sont perpétrées par l'époux ou la communauté ou les membres de la famille même de la femme. Et ça peut être des violences psychologiques quand ce sont des injures ou tout simplement une mauvaise considération de la personne. On peut parler des violences sexuelles. Les violences sexuelles se résument dans ces violences qui ont, je dirais, qui ont l'origine souvent dans des traditions où une fille peut être mariée malgré son gré,
où une fille peut être torturée, où une femme peut être forcée à faire des rapports sexuels alors qu'elle n'est pas consentante. Tout ça, c'est des violences sexuelles. Il y a des violences économiques. Quand on parle de violences économiques, nous voyons les violences qui sont liées au fait que la femme n'a pas des ressources ou est privée d'accéder à des ressources, contrairement à l'homme. Donc voilà les différentes formes de violence. Mais comme je le dis, il y a à côté de cela des types de violences qui viennent maintenant s'y ajouter quand on parle du lien des violences et le VIH par exemple. C'est quand la femme est forcée, quand la femme ne peut pas négocier le sexe elle-même. Tout ça, c'est des violences qu'elle est obligée de subir. D'accord. On sait que dans le monde, une femme sur 3 est ou a déjà été victime de violences. Quel est l'état des lieux en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, les études qui ont été menées jusque-là montrent qu'une femme sur 5 est victime de violences au courant de sa vie. Maintenant, il y a certaines précisions qu'on a. Quand, par exemple, je parle de mutilation génitale, nous avons une moyenne qui va au-delà de 48% de mutilation génitale en Côte d'Ivoire, avec un accent très, très élevé dans les régions du nord-est, dans les régions de l'ouest. Nous avons des violences, des mutilations génitales qui décroissent vers l'est, donc qui nous font penser à la moyenne de 48%. Mais au nord, par exemple, on arrive jusqu'à 68%, à 78%. À l'ouest, on est à 56%. Donc, vers l'est, on est à 20-28%. Donc, ça correspond à certaines régions et à certaines cultures. Et vous qui représentez ONU Femmes en Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous vivez ce combat contre ce phénomène au quotidien, notamment avec les nombreux cas que vous rencontrez, les témoignages de victimes? Je dirais vraiment que les violences, en tout cas, de manière générale, c'est un combat qui est perpétuel, c'est un combat qui est très, très difficile à gagner, mais en fonction de la volonté des hommes et des femmes, il peut être gagné. Quand on écoute les exciseuses, par exemple, elles-mêmes vont vous expliquer, sont des femmes, mais qui vont expliquer qu'elles doivent perpétuer une coutume que les ancêtres leur ont laissée. Donc, quand vous écoutez une personne, une femme qui dit comme ça, ou quand vous écoutez une femme qui a été victime de mutilation génitale et qui est prête à prendre sa fille pour qu'elle subisse les mêmes mutilations, vous comprenez que ce n'est pas vraiment facile à juguler. Mais ce qui est bien en Côte d'Ivoire surtout, c'est que quand même, on sent la volonté qui n'est pas encore généralisée, mais on sent une volonté de vouloir éradiquer les violences. Évidemment, le combat reste et il faut que vraiment on s'active avec la volonté de tout le monde pour que effectivement on puisse gagner ce combat. D'accord, et pour s'activer, une des solutions, c'est les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Et elle démarre dans quelques 3 jours. Nous allons suivre ce reportage de Astou Touré et Sita Soro avant d'y revenir. En Afrique, au moins 7 femmes sur 10 ont connu la violence au cours de leur existence. Ce qui justifie la campagne internationale initiée en 1991 par l'ONU en vue de lutter contre les violences basées sur le genre. Violences les plus répandues en matière de droits de l'homme. Du 25 novembre au 10 décembre de chaque année sont organisés 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Et le choix de cette date n'est pas fortuit. L'idée est de lier symboliquement cette célébration à celle des droits de l'homme, commémorée tous les 10 décembre. En Côte d'Ivoire, le thème retenu pour cette 24e édition est « De la paix dans les foyers à la paix en Côte d'Ivoire, une éducation sûre pour toutes et tous ». Un appel à l'action pour mettre fin à toute forme de violence faite aux femmes.
À cette occasion, les agences des Nations Unies à travers l'ONU Femmes organiseront une série d'activités. Il s'agit, entre autres, de projections de films, d'actions de communication et de plaidoyer. Voilà, cette année, c'est la 24e édition dans le monde des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Ça fait combien d'années pour la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a initié les 16 jours d'activisme en 2008. Donc, ça fait 8 ans. 8 ans. C'est la 8e édition en ce moment pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Et quel bilan est-ce qu'on peut dresser des éditions précédentes? Est-ce que vous sentez les lignes bouger? Si. Je pourrais dire que les lignes bougent. Les lignes bougent parce que nous avons... Évidemment, le bilan est quand même mitigé. Parce qu'au début, ce qui est demandé, c'est aux femmes de rompre le silence et de dire non à la violence. Parce qu'on ne peut pas résoudre les violences quand elles ne sont pas dénoncées. Donc, c'est la première chose. Maintenant, en Côte d'Ivoire, quand je dis que le bilan est mitigé, c'est que nous avons des actions très positives quand même qui ont été menées en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, il y a déjà une stratégie de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a déjà une loi qui réprime les mutilations génitales. Absolument. Donc tout ça, c'est vraiment des actions concrètes et très positives. Il y a déjà une cellule, une direction au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui est dédiée à ce combat. Donc ça, c'est très important. Mais quand je dis que le bilan est mitigé, c'est que les violences, on peut dire qu'on les voit progresser et s'étendre sur le territoire national. Et donc, on peut se demander, mais comment se fait-il que les violences continuent à être perpétrées, même les mutilations génitales, alors qu'il y a une loi qui réprime les mutilations génitales? On se pose cette question, mais d'un côté, on peut se dire, c'est peut-être à force de mobiliser, de sensibiliser les femmes. Il y en a qui portent, qui crient vers les autorités. Et donc, ainsi, les violences sont dénoncées, mais tout en sachant qu'il y a beaucoup d'autres violences qui restent silencieuses. Voilà. D'accord, nous allons revenir à ce côté un peu législatif. La campagne a lieu cette année du 25 novembre au 10 décembre prochain. Quel est l'objectif visé à court terme? À très court terme, nous aimerions, en tant que système des Nations Unies, aux côtés du gouvernement de la Côte d'Ivoire, on voudrait vraiment que tout le monde se lève pour mettre fin aux violences en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. On a observé des violences silencieuses, comme on vient de le dire, mais on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il y a des personnes, pourquoi est-ce qu'il y a des communautés, des localités où on ne veut pas dénoncer ces violences. Donc, on veut vraiment tout faire pour amener tout le monde à s'impliquer. Ce n'est pas une lutte des femmes, ce n'est pas une lutte seulement des hommes, c'est une lutte de tout le monde. Donc, c'est pour cela que nous allons viser tout le monde. Et nous allons commencer le 25 par une caravane qui sollicite la participation de tout le monde. Vous êtes tous invités. Et surtout, tous ceux qui m'écoutent, je voudrais les rencontrer le 25. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se dire, mais toute une journée derrière une activité comme celle-là, c'est quand même une perte de temps. Mais quand vous considérez que votre fille ou votre épouse ou votre sœur qui est victime d'une violence, ça va vous coûter plus d'une journée pour l'accompagner à l'hôpital, pour l'accompagner à la justice, vous allez comprendre qu'une journée, c'est pas trop. Alors, votre action va essentiellement donc porter sur la sensibilisation, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de renforcer le dispositif institutionnel au plan national pour pouvoir venir à bout de ce qu'on pourrait qualifier d'être un fléau? Tout à fait. En fait, quand je dis que la journée du 25 va concerner beaucoup plus la sensibilisation, nous avons aussi d'autres actions, c'est-à-dire que les 16 jours d'activisme du 25 au 10 décembre, il y a beaucoup d'autres activités qui seront menées. Il y aura par exemple la remise des ordinateurs à certaines plateformes de lutte contre les violences faites aux femmes pour que justement ils puissent collecter les informations, les données et communiquer facilement. Il y aura des formations des préfets dans certaines localités du pays. Il y aura le renforcement des capacités des cellules au niveau communautaire.
Donc c'est tout un tas d'activités qui sont programmées pendant les 16 jours. Donc le 25 on lance, mais les activités vont se poursuivre un peu partout. Et c'est en collaboration avec les institutions nationales, c'est bien cela? Oui, bien sûr. Nous, en tant que système des Nations Unies, tout ce qu'on fait, on le fait en appui aux institutions nationales. Donc le système des Nations Unies, ONU Femmes et toutes les autres agences du système des Nations Unies, UNICEF qui se préoccupe des enfants, UNFPA qui travaille aussi sur la population et autres, l'OMS, l'UNESCO, l'ONUCI, tout le monde sera derrière ces 16 journées, voilà, pour s'assurer que la population, là où nous sommes présents, et même là où on n'est pas, on va devoir se déplacer pour accompagner les structures nationales dans la lutte contre les violences faites aux femmes. D'accord, vous le disiez tantôt, il y a des lois pour réprimer ces violences faites aux femmes, mais on voit qu'elles ne sont pas toujours appliquées. Il y a des cas où les victimes sont étouffées, comme on le voit souvent, soit par des règlements en famille ou même à l'amiable, comme on le dit. Est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose pour protéger ces victimes ou pour éviter des cas de récidive? Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. En fait, quand la loi est là, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a des renforcements des capacités des structures nationales. Souvent, c'est que la loi peut être là, mais être ignorée. Donc, ce n'est pas tout le monde qui connaît cette loi. La première des choses à faire, c'est de sensibiliser les femmes et les informer sur l'existence de cette loi, mais aussi au niveau même des structures déconcentrées des ministères, à leur montrer que cette loi doit être appliquée à tous les niveaux et que donc c'est à eux de s'assurer que le respect de la loi est suivi par tout le monde, non seulement la population qui doit être soutenue par l'existence de la loi, mais aussi ceux qui doivent appliquer cette loi, la respecter et l'appliquer effectivement, comme la Côte d'Ivoire le disait, pour qu'il y ait une tolérance zéro par rapport aux violences faites aux femmes. Merci Madame Douayo. Je rappelle que vous êtes représentante résidente ONU Femmes en Côte d'Ivoire et vous l'avez dit tout à l'heure, rendez-vous le 25 novembre pour la caravane contre les violences faites aux femmes. Nous y serons. Merci à vous. Merci à vous tous aussi de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer un très bon dimanche.